Dimanche 14 octobre, 8h47 du matin. Je suis assis à ma table de cuisine à Villeurbanne, celle que nous avons repeinte en gris clair l'année dernière, celle où Isabelle a versé du café hier et qui a laissé une petite trace brune près du coin. Je regarde mon téléphone. Il sonne. Il sonne. Il continue de sonner. C'est un numéro que je ne reconnais pas. Pas de nom, pas de contact sauvegardé. Juste un numéro à 10 chiffres qui commence par 04 69. Mais je sais exactement qui c'est. Et c'est à cause de ce qui s'est passé 72 heures avant, 3 jours, 16 heures, et une poignée de minutes qui ont reclassé ma vie entière dans une catégorie que je n'avais pas prévu d'habiter. Pas de la manière dramatique que vous imaginez peut-être, pas comme une mort ou une maladie, mais définitivement, irrémédiablement. Laissez-moi revenir en arrière. Mon nom est Laurent Mercier, j'ai 46 ans, et jusqu'à mardi dernier, le 11 octobre, j'étais directeur des grands comptes chez Axiom Conseil. C'est un cabinet de conseil en gestion et stratégie B2B, basé à Lyon, pas énorme. Ce n'est pas un cabinet à 300 consultants avec des bureaux à Paris, Londres, Francfort. Pas minuscule non plus, ce n'est pas une boutique de 5 personnes. Environ 90 collaborateurs répartis sur 3 étages d'un immeuble haussmannien rue Tupin. Environ 4,1 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui, pour un cabinet de conseil, c'est une taille respectable, mais pas impressionnante. J'y ai passé 8 ans. 8 ans, c'est long. C'est assez long pour voir une entreprise se transformer d'un start-up minorant en une structure établie. C'est assez long pour voir des gens monter rapidement les échelons parce qu'ils avaient une idée brillante ou une relation avec la bonne personne. C'est assez long pour voir d'autres descendre tout aussi vite parce qu'ils ne s'adaptaient pas. C'est assez long pour voir des stratégies qui semblaient absolument brillantes lors de la réunion de direction en janvier devenir évidemment obsolètes en novembre. Et c'est suffisamment long pour que ce que vous construisez commence à vous définir. Pas juste ce que vous faites, mais qui vous êtes. Quand je suis arrivé chez Axiom en avril 2018, j'avais 38 ans. Je venais d'une autre boîte de conseil, plus grande, plus prestigieuse sur le papier, le genre de cabinet dont les gens disaient le nom avec respect lors des dîners. J'avais passé 9 ans là-bas. 9 ans, c'est une carrière. J'étais épuisé à la fin. Pas physiquement épuisé, c'est ironique, le conseil B2B, c'est beaucoup moins exigeant physiquement qu'on le croit. Ce n'est pas comme être chirurgien ou ouvrier du bâtiment. Vous êtes dans des bureaux, des avions, des hôtels. Le pire qui vous arrive, c'est une mauvaise nuit de sommeil dans une chambre Novotel. C'était mentalement épuisé, politiquement épuisé. Les réunions sur les réunions. Les métriques qui changeaient chaque trimestre. Les attentes irréalistes qui venaient de gens assis au niveau supérieur, qui n'avaient pas mis les pieds avec un client depuis 2015. Les comptes perdus parce que quelqu'un d'en haut avait offensé quelqu'un d'important lors d'un déjeuner. Axiom était différente quand je suis arrivé. Plus petite, plus agile, moins de bureaucratie, plus de vraies relations clients. François Moreau, le PDG, connaissait encore chaque consultant par leur prénom. Les réunions stratégiques se tenaient autour d'une table, pas dans une salle de conférence équipée d'un système vidéo. Les décisions se prenaient rapidement. Ma mission était simple, prendre les gros comptes, les consolider, les développer. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai toujours su faire. Je suis bon à ça. Pas pour les raisons que vous pensez, pas parce que je suis bon vendeur, pas parce que je suis charismatique ou que j'aime faire des présentations PowerPoint brillantes. Non, je suis bon parce que je comprends les clients. Je comprends ce qu'ils veulent réellement, pas ce qu'ils disent qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent réellement. Je comprends leurs pressions, je comprends leurs politiques internes, leurs rivalités, les tuiles qu'ils reçoivent de leurs supérieurs. Je comprends comment les consulter de manière à les aider vraiment, pas juste à vendre. Je me souviens très clairement de mon premier mois chez Axiom. J'ai demandé à voir les dossiers clients. Les données étaient désorganisées. Pas de vision consolidée de ce que chaque client attendait réellement de nous. Pas de plan d'expansion. Des projets lancés sans vraie continuité. Des contacts qui changeaient tous les 6 mois parce que les gens partaient ou changeaient de département. C'était franchement le chaos. Mais voilà le truc. Le chaos, c'est mon terrain de jeu. En 6 mois, j'avais consolidé 4 comptes clés et développé un plan pour chacun.
En un an, j'en gérais 7, les 7 plus importants du cabinet. Et je les connaissais, vraiment les connaissais, pas seulement comme des numéros de compte ou des entrées dans un tableau de bord. Je connaissais ces organisations. Je me souviens très clairement de Victor Marleau, directeur général de Renault Industrie. Grand, cheveux roux, allure de mec qu'on écoute dans une réunion. Très direct. Il détestait les présentations PowerPoint, il me le disait clairement. Laurent, range ton clavier, on va prendre un café et tu vas me dire ce que tu penses qu'on doit faire. C'était mon type de client. Je lui ai donné des solutions. Des vraies solutions, pas des PowerPoint. Et il a écouté. Et ça a marché. 2019 a été une bonne année. 2020, vous connaissez 2020, la pandémie, aurait pu être catastrophique pour un cabinet de conseil. Beaucoup de cabinets ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 30-40%. Mais mes clients se sont resserrés autour de nous. Parce qu'ils n'avaient pas une relation avec Axiom Conseil. C'était une marque. Ils avaient une relation avec moi. C'était Laurent qui comprenait leur métier. Laurent qui avait vu ce problème avant dans d'autres clients. Laurent qui savait comment les aider à survivre à une crise inédite. De 2020 à 2024, j'ai grandi avec mes clients. Leur chiffre d'affaires a augmenté. Leurs défis se sont complexifiés. Ils se sont étendus en France, puis en Europe. Et à chaque étape, j'étais là. Pas pour vendre quelque chose de nouveau, pas pour leur imposer un engagement supplémentaire, juste pour les accompagner, pour vraiment les aider. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont fait confiance. Non pas une confiance générale, administrative, une vraie confiance. Le genre de confiance que tu n'achètes pas avec un PowerPoint brillant ou une présentation slick. Et cette confiance s'est transformée en contrat de plus en plus important. En 2023, Renault Industrie seul représentait environ 850 000 € par an. J'avais 4 autres comptes au-dessus de 400 000 € chacun, 3 autres au-dessus de 250 000 €, et une trentaine de petits comptes, 30 000, 40 000, 50 000 € par an chacun, qui tournaient régulièrement. Mon portefeuille personnel représentait environ 2,4 millions d'euros sur les 4,1 millions de chiffre d'affaires annuel d'Axiom. 60%. Presque exactement 60% du chiffre d'affaires de toute l'entreprise. Un homme. 90 collaborateurs. Et moi seul, j'en générais 60%. Personne ne vous dit ça directement, mais dans une entreprise de conseil, ou dans n'importe quelle entreprise de service, c'est votre monnaie. C'est votre pouvoir réel. C'est ce qui fait que les gens de direction prennent vos appels immédiatement. C'est ce qui fait que vous avez votre mot à dire sur la stratégie. C'est ce qui vous rend indispensable. Et honnêtement, j'aimais ce que je faisais. Je n'aimais pas le pouvoir, pas vraiment. Le pouvoir m'était indifférent. J'aimais la responsabilité. J'aimais savoir que mes clients comptaient sur moi. J'aimais le fait que j'avais construit quelque chose qui était durable, quelque chose qui fonctionnait. En 2024, une seule chose a changé. Axiom a recruté un nouveau directeur commercial. Son nom était Cédric Blanchard, 37 ans, MBA de l'ESSEC avec distinction. Cheveux parfaitement coiffés, style intemporel, chemise sans un pli. Je me demandais où il se les faisait repasser. Il venait d'une start-up en hypercroissance, le genre d'entreprise SaaS qui avait levé des millions et qui croissait de 200% par an. Il avait un titre sur son LinkedIn, transformé du modèle commercial de vente de 0 à 12 millions en 3 ans. Je l'ai regardé une seule fois. Je ne suis généralement pas sur LinkedIn, mais un collègue m'avait envoyé un lien en disant « Bienvenue à notre nouveau directeur commercial ». Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand quelqu'un arrive dans une entreprise établie avec ce genre de titre, ce genre de curriculum, cette confiance inébranlable du gars qui vient de passer 3 ans à faire exploser une croissance, il ne vient pas avec une ouverture d'esprit. Il ne vient pas en disant « Oh, voyons comment ça marche ici ». Il vient avec une vision très claire, une vision qu'il a déjà validée ailleurs, qu'il sait qui fonctionne. Et cette vision ne laisse généralement pas beaucoup de place pour la manière dont les choses marchaient avant. Cédric, à son crédit, a passé les 3 premiers jours à rencontrer tout le monde. Pas moi d'ailleurs. Il m'a laissé tranquille pendant 2 semaines. Je pense qu'il observait. Je pense qu'il essayait de comprendre comment j'opérais, où je faisais mes dégâts dans son système pas encore construit. Quand il a finalement demandé à me rencontrer, c'était un mercredi en avril, son bureau n'était même pas encore correctement meublé.
mais il avait cette énergie caractéristique du gars de start-up qui arrive quelque part. Il parlait d'architecture commerciale scalable, de pipeline par étapes bien définies, de tableaux de bord CRM, de processus reproductibles, de discipline commerciale. Je le laissais parler, il était content. Il voyait déjà comment il allait transformer la vente chez Axiom, comment il allait systématiser ce qui était actuellement une opération old school. Et honnêtement, je n'étais pas entièrement en désaccord. L'organisation avait besoin de plus de structure, il n'y avait rien de mal avec ça. Laurent, dit-il, se penchant en avant légèrement avec un air qui voulait dire intimité consultative. Je remarque que tu dis souvent que tu ne mets pas vraiment à jour le CRM, que tu penses que c'est bureaucratique, que ça te prend du temps pour faire du vrai travail. C'était un sourire léger, mais il n'y avait rien de bienveillant dedans. C'était le genre de sourire que tu vois chez quelqu'un qui a l'avantage et qui le sait. Ça l'est, ai-je répondu simplement. Le CRM, c'est un outil, un moyen pour une fin. Ce qui compte vraiment, c'est le résultat, le chiffre d'affaires, la rétention client. Dit-il, secouant la tête légèrement, comme un professeur écoutant un étudiant expliquer pourquoi les maths ne l'intéressent pas. Non, tu vois, c'est là que nous ne sommes pas alignés. Le CRM, ce n'est pas juste un outil, c'est une discipline. C'est comment on voit ce qui se passe réellement dans l'organisation. C'est comment on scale. J'ai hoché la tête. D'accord, fair enough. Mais en mai, tout a changé. Il a lancé son système de processus, 5 étapes de vente, réunion initiale, découverte approfondie, présentation de solutions, négociation, clôture. Chaque étape avec des critères précis, des métriques, des formulaires à remplir. Et vous aviez une réunion hebdomadaire de pipeline, tous les jeudis matins, 8 heures précises, pour rendre des comptes sur chaque compte à chaque étape. Le problème, c'est que ça ne correspondait absolument pas au monde réel de ce que je faisais. Avec Renault Industrie, ça ne marchait pas comme ça. Avec Victor, c'était organique. En mai 2023, Victor m'appelle. « Laurent, on a un problème avec notre chaîne d'approvisionnement. Les délais fournisseurs en Allemagne nous étranglent. On ne sait pas comment restructurer ça. » Je pose des questions, on en parle. C'est une conversation, pas une réunion initiale, pas une découverte approfondie. C'est un gars qui appelle un autre gars et qui lui dit « J'ai un problème ». Je l'aide à penser, on déjeune ensemble. Je le rencontre sur son site pour voir les opérations. On discute de ce qu'on pourrait faire. 2 mois plus tard, Victor m'appelle à nouveau. On pense qu'on a besoin de t'engager pour un vrai projet, pour nous aider à restructurer notre approche entièrement. C'était pas 5 étapes, c'était une relation. C'était de la confiance qui s'était construite progressivement pendant des années. C'était quelqu'un qui me faisait confiance d'assez pour me dire « Je vais te payer une belle somme pour aider ma boîte ». Mais Cédric, il voulait que je documente tout ça dans son système. Que chaque appel, chaque déjeuner, chaque conversation soit catégorisée dans l'une de ces 5 étapes. Qu'elle mette des probabilités de fermeture à côté. Que je rende compte du taux de progression dans le pipeline. C'était de la microgestion à peine voilée. Et il voulait que j'assiste à ces réunions de pipeline. Tous les jeudis matins, à 8 heures précises, aucune exception. Et je devais y être, et je devais parler de chacun de mes comptes, et je devais expliquer pourquoi je n'avais pas attendu à Renault Industrie cette semaine, pourquoi Bernoulli Logistique était encore en découverte approfondie depuis 6 mois. Laurent, pourquoi Bernoulli n'a-t-il pas encore eu sa présentation de solution? Parce que Claude, c'est le directeur des opérations, il n'était pas prêt, il en réfléchissait. Mais tu lui as envoyé une présentation écrite? Non, pas encore. Pourquoi? Et voilà le type de conversation qui commence à dominer mes jeudis matins. Pas « qu'as-tu fait pour avancer les comptes ?» mais « pourquoi n'as-tu pas fait la chose précise dans l'ordre précis que je pense qui devrait arriver ?» Juin, juillet, août. Les mois s'accumulent. Cédric documente tout. Rapport CRM incomplete. Laurent, tu dois remplir les commentaires de réunion pour chaque appel. Absence aux réunions de pipeline. Laurent, tu n'étais pas là jeudi, il faut être là. Contrat signé sans suivre le processus. Laurent, j'aimerais vraiment que tu envoies les proposals par le système ici pour qu'elles respectent le format unifié. Et pendant ce temps, mes clients signaient les contrats. En août, Renault Industrie renouvelle son contrat principal. 850 000 € pour l'année suivante. C'est énorme.
Fin juillet, un autre compte signe un engagement à 420 000 euros. Un troisième compte, 280 000 euros. Des nouveaux projets aussi. C'est 1,55 million d'euros en 2 mois. Juste moi, juste mon portefeuille. Juste en faisant ce que je faisais depuis 4 ans, en écoutant, en aidant, en construisant de la confiance. J'étais vraiment convaincu que ça serait impossible pour Cédric de contester ma performance. Les chiffres parlaient, le chiffre d'affaires parlait, la rétention client parlait. J'étais vraiment naïf. Ce que je ne comprenais pas, ce que je n'avais pas prévu, c'est que Cédric était en train de construire un dossier. Un dossier qui ne parlait pas de chiffre d'affaires. Un dossier qui parlait de discipline, de processus, de non-alignement avec les valeurs et la direction de l'entreprise. Tous les points que j'avais notés, toutes les réunions de pipeline manquées, tous les rapports CRM incomplets, tous les contrats signés en dehors du processus, il les documentait, il les rassemblait, il les transmettait à quelqu'un. Je ne le savais pas à l'époque, mais en septembre, il avait déjà parlé avec le PDG, François Moreau. François était un gars que je connaissais bien. C'était lui qui m'avait recruté en 2018. On avait une bonne relation. J'avais dîné chez lui 3 ou 4 fois. Sa femme, Michel, était professeure d'histoire. Ils avaient une maison vers Charbonnières-les-Bains. Mais François, à ce moment-là, était en retrait de la gestion au jour le jour. Il se concentrait surtout sur l'investissement et la stratégie. Il passait beaucoup de temps à essayer de trouver des investisseurs pour une ronde de financement. Il n'était pas aux réunions hebdomadaires. Et Cédric avait l'oreille de François. Cédric était le nouveau gars, le gars avec l'énergie, le gars qui avait le titre frais. Et Cédric avait une vision. Je me souviens du moment où j'ai senti le vent vraiment tourner. C'était en septembre, le jeudi 12 septembre pour être exact. Une réunion avec Cédric, moi, et un responsable RH qu'on venait d'engager. Une femme en ses 50 ans, le genre de RH qui avait probablement vu ce qui se passe dans ces situations 100 fois. Cédric parlait de structure de compétences commerciales et de besoin d'homogénéité dans l'approche. Et la responsable RH, Véronique, elle s'appelait, prenait des notes très attentives. Elle me regardait régulièrement, puis regardait ailleurs. Elle connaissait ce qu'était ce meeting. « Laurent, dit Cédric, je pense qu'on aurait vraiment besoin que tu te formes à notre processus, que tu l'adoptes vraiment. Je veux dire, tu génères du chiffre d'affaires, c'est vrai, mais la manière dont tu le fais, c'est pas scalable, c'est pas reproductible. » Cédric, ai-je répondu, et je pense que ma voix était stable. Je suis en train de générer plus de la moitié du chiffre d'affaires de cette entreprise. Peut-être que le processus a besoin de m'écouter, pas l'inverse. Peut-être que le processus doit s'adapter à ce qui fonctionne. Il a souri, ce sourire mince. Je l'ai compris à ce moment-là, vraiment compris. Il ne pensait pas que j'avais raison, il pensait que j'étais un obstacle. C'est justement le problème, Laurent. Ce que tu dis là, c'est exactement le problème. Tu vois l'organisation comme quelque chose qui devrait s'adapter à toi. Et en réalité, c'est le contraire. 2 semaines après cette réunion, c'est la revue commerciale trimestrielle. Et c'est là que tout a explosé. Partie 2. La rupture. Mardi 1er octobre, réunion des ventes trimestrielles. Salle de réunion au 3e étage, la grande salle. 10 personnes. Cédric en tête de table. Il a commencé à insister pour présenter lui-même les chiffres du trimestre sur un écran géant. Et puis, au-dessus des chiffres, un tableau que je n'avais jamais vu avant. Scorecard de discipline commerciale. 5 colonnes. Complétude CRM. Participation aux réunions de pipeline. Respect du processus standardisé. Prospection proactive. Reporting client. Et en bas, les noms. Tous les directeurs commerciaux d'Axiom. Mathieu, 8,5 sur 10. Sophie, 7,8 sur 10. Pierre, 8,2 sur 10. Toutes les autres personnes au-dessus de 7. Et puis moi, Laurent, 3,2 sur 10. J'ai regardé ce score pendant peut-être 2 secondes. 2 secondes, c'est suffisant. 2 secondes suffisent pour que votre cerveau enregistre qu'il y a une erreur majeure, qu'il y a quelque chose d'énormément, d'irrémédiablement mal. Avant de lire les chiffres de vente, dit Cédric se levant lentement, je veux parler de ce tableau, parce qu'à mon avis, c'est plus important que les chiffres. Il se lève, il marche jusqu'à l'écran, il semble vraiment sérieux.
Il a préparé ça. Je vois les notes en papier dans sa main. La discipline commerciale, c'est ce qui permet à une organisation de scale. C'est ce qui distingue une entreprise qui grandit d'une entreprise qui stagne. Et c'est ce qui nous permet de gérer nos talents de manière juste et équitable. Il parle comme un TED Talk. Ses mains bougent. Il croit vraiment ce qu'il dit. Ou du moins, il a réussi à se convaincre qu'il y croit. Et en regardant ses résultats, une chose me frappe. Nous avons un collaborateur qui est en dessous de tous les autres, significativement en dessous. Et ce collaborateur, c'est la personne qui devrait être un modèle pour tout le monde. Mon cœur commence à s'accélérer. Je sais exactement où ça va. Et je sais que tout le monde à cette table le sait aussi. Il se tourne vers moi. Il me regarde droit dans les yeux. Son stylo pointe vers moi. « Laurent, je vais te dire quelque chose de difficile. » Et puis les mots sortent de sa bouche. Exactement ces mots, je m'en souviens parfaitement. Sur tous les indicateurs mesurables que nous imposons à cette équipe, activité, discipline CRM, adhésion au processus, tu es un raté. Il le dit, devant tout le monde, devant Mathieu qui regarde son téléphone, devant Sophie qui regarde la table, devant Véronique DRH qui a un petit sourire, devant François qui a la tête baissée et qui n'ose pas me regarder. Un raté. Un raté. Pendant une seconde, mon cerveau, je me souviens très clairement, essaie de traiter ce qui vient de se passer. Parce que la part rationnelle de moi sait que c'est une manipulation. C'est une attaque professionnelle. C'est de la malveillance pure et simple. Cédric vient de m'insulter publiquement, et il l'a fait très intentionnellement, et tout le monde à cette table l'a vu venir de loin. Mais une autre part de moi, une part plus profonde, plus primitive, la part qui a besoin de l'estime, du respect, la part qui a donné 8 ans de sa vie à cette entreprise, la part qui a construit ce qui était sur le point de faire exploser le cabinet, cette part hurle. Et puis je prends une décision. Je ne dis rien. Je ne défends pas. Je ne dis pas « Attends, regarde les chiffres, regarde Renault Industrie, regarde ce que j'ai généré. Je suis un raté. Le plus grand client qu'Axiom ait jamais eu, c'est un raté qu'il a apporté ici. Je ne fais rien de ça. Je prends mon téléphone, je me lève et je m'en vais. Quelqu'un dit quelque chose. François peut-être. Je n'entends pas vraiment. Je vois les lèvres bouger. Je continue. Je descends les escaliers, pas l'ascenseur, les escaliers. 4 étages. Ça prend peut-être 1 minute. La stairwell sent l'humidité et le café froid. Je pense à rien. Je descends à mon bureau au 2e étage. C'est un petit espace, peut-être 3 mètres carrés, une fenêtre qui donne sur la rue, pas mal rangée, beaucoup de photos des clients, des trophées de projets terminés, une plante qu'on m'avait donnée pour mes 5 ans chez Axiom, un Diefenbachia, quelque chose comme ça. Je mets ces choses dans un carton. Je prends mon ordinateur personnel dans mon sac, un MacBook que je m'étais acheté avec mes propres deniers, environ 3 ans avant. Je vide mon tiroir, 3 stylos, un vieux bloc-notes de conférence, une photo de ma femme et mes enfants prise l'année dernière à Pérouge. Ça prend environ 12 minutes. La secrétaire, Céline, me voit qui part. Elle demande « Laurent, tout va bien ?» Je dis « Oui, tout va bien. Merci pour tout. Vous avez été formidable. » Je ne suis pas revenu depuis. Je conduis directement à la maison. Villeurbanne, rue Championnet. Un petit appartement que nous avons acheté en 2016, quand les enfants étaient plus jeunes. Ma femme, Isabelle, elle était au travail. Elle est infirmière à l'hôpital Édouard Herriot, où elle travaille depuis 17 ans. Je n'ai pas appelé. J'ai juste attendu à la maison, assis à la table de cuisine. Quand elle est rentrée à 17h30, elle a vu le carton. Elle a vu mon sac. Elle a vu mon visage. Elle a compris tout de suite qu'il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je lui ai raconté. Les mots de Cédric, exactement comme il les avait dit, comment il l'avait dit, la manière, le public qu'il y avait, le scorecard, les 3,2 sur 10. Isabelle, elle a écouté sans m'interrompre. Elle me connaît depuis 22 ans. Elle sait quand je suis vraiment en colère et quand je suis vraiment blessé. Et elle a vu que j'étais les deux, mais surtout blessé. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ?»« Je ne sais pas, ai-je dit. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas de plan. J'avais toujours un plan. Maintenant, je n'en avais pas. Mercredi passé, jeudi passé, vendredi passé, ma mère a appelé. D'une manière ou d'une autre, les nouvelles se propagent vite dans la communauté des cabinets de conseil à Lyon. Elle voulait m'aider. Elle voulait m'aider à trouver quelque chose, à faire quelque chose. Je lui ai dit que tout allait bien, que c'était une opportunité, que j'étais mieux sans eux. Les choses que tu dis aux gens qui t'aiment pour les rassurer. Ce que je ne lui ai pas dit,
c'est que j'avais 46 ans, que j'avais une hypothèque de 850 € par mois sur l'appartement, 2 enfants à l'université qui coûtaient 3000 € par an chacun, une voiture qui avait besoin d'une révision, et que mes comptes à moi, le portefeuille que j'avais construit pendant 8 ans, n'étaient pas mes comptes. Légalement, ils appartenaient à Axiom Conseil. C'était écrit dans mon contrat, noir sur blanc, clause de non-concurrence sur 2 ans. Je ne pouvais pas m'adresser directement à mes clients. Je ne pouvais pas créer un cabinet et leur dire « Je suis indépendant maintenant, venez travailler avec moi ». 2 ans, 24 mois, 1460 jours. Bon, en réalité, je pouvais le faire légalement, mais ça aurait fini devant les tribunaux. Axiom aurait demandé une ordonnance restrictive, et même si j'aurais probablement gagné, parce que ces clauses sont souvent invoquées, mais ne tiennent pas toujours en justice, surtout si la relation client est suffisamment personnalisée. Ça aurait traîné pendant 2 ans. Pendant ce temps, je n'aurais pas pu travailler. Pendant ce temps, j'aurais dû payer les frais juridiques. Mais tout le monde dans le secteur sait comment ça marche réellement. Et je pense que mes clients, eux aussi, le savaient. Parce que dans le conseil, ce n'est pas secret. Les gens changent de boîte. Les clients les suivent. Ça arrive tout le temps. Samedi, dimanche. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai pris mes enfants à une compétition d'athlétisme. Mon fils courait le 1500 mètres. Il n'a pas été bon. J'ai aidé Isabelle au jardin. On a rempoté des tomates. J'ai lu un bouquin, un roman que j'avais depuis des mois. Je me suis endormi en le lisant. Et puis, dimanche soir, en regardant les informations avec Isabelle, une pensée m'a frappé. Aucun de mes clients ne savait vraiment. Pas les détails. Pas ce qui s'était passé. Pas ce que Cédric avait dit. Pas pourquoi j'étais parti. Tout ce qu'ils savaient, c'est que mon email professionnel ne répondait plus. Je me demandais qui allait les appeler. Je me demandais ce que Cédric allait leur dire. Quelque chose comme « Laurent a décidé de poursuivre d'autres opportunités ». Je me demandais combien de temps ils attendraient avant de chercher un nouveau contact chez Axiom. Et honnêtement, je pensais que Cédric perdrait Renault Industrie en 3 mois. Peut-être 6. Victor était loyal à moi, pas à la boîte. Je ne pensais pas que Victor accepterait facilement un nouveau responsable de compte. Mais c'était quand même un client que j'avais construit depuis le début. 4 ans. 850 000 € par an de revenus. Je n'étais pas certain. Lundi, j'ai commencé à mettre à jour mon CV. C'était étrange. Les choses que j'avais accomplies, elles semblaient vraiment loin maintenant. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait faites. Les 2,3 millions d'euros en chiffre d'affaires en 2023. Les projets complexes que j'avais menés. Les clients qui m'écrivaient pour dire merci. Ça semblait appartenir à une autre vie. Et puis mardi matin arrive. Mardi 14 octobre, 8h47. Je suis à ma table de cuisine. Il fait gris dehors. Isabelle est à l'hôpital pour son quart de travail. Les enfants sont à l'école. Tout est silencieux, sauf pour le bruit des voitures dehors et d'un voisin qui fait quelque chose avec un perceuse. Mon téléphone sonne, numéro inconnu. Région 69, c'est Lyon. 04 69, je réponds. Laurent ? Cette voix, je la reconnais. Oui, dis-je. Laurent, c'est Jacques Renaud. Jacques Renaud, pas Victor Marlot, le PDG de Renault Industrie lui-même, le fondateur, le mec qui signe les chèques. Je ne sais pas quoi d'autre dire, on ne s'appelle pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Victor qui m'appelle quand il y a quelque chose. Victor, le directeur général. C'est Victor qui est mon point de contact officiel. Bonjour Jacques, dis-je. Je vais te parler franchement, Laurent. Et pour la première fois en 3 jours, mon cœur commence à accélérer pour une autre raison. Partie 3. La renaissance. Tes mails ne marchent plus depuis 4 jours, dit Jacques. J'ai essayé de te joindre. 4 appels, pas de réponse. Alors j'ai fait ce que tout PDG fait dans cette situation. J'ai appelé directement chez Axiom. Je comprends, dis-je. J'ai tombé sur ce type, Cédric je crois que c'est son nom, et il me dit que tu n'es plus chez eux, que tu as quitté la boîte. Laurent, c'est quoi l'histoire ? Je reste silencieux pendant une seconde. Mon premier instinct, c'est de lui donner la version douce, la version que tu donnes en business. Oh, j'ai trouvé une opportunité ailleurs. J'avais besoin d'un changement. C'était un départ amiable. Mais Jacques Renaud, c'est pas un mec qu'on ment. Victor me l'avait dit. Avec Jacques, sois direct. Il respecte la directitude.
On a eu un désaccord sur comment on dirigeait la vente. Le nouveau directeur commercial voulait un processus très strict. Je ne pensais pas que c'était ce qui fonctionnait pour tes comptes. J'ai une seconde d'hésitation. C'est plus que ça. Quoi? Et je lui raconte, sans entrer dans chaque détail minuscule, mais honnêtement. La revue trimestrielle, ce que Cédric avait dit, comment ça avait été dit, le mot spécifique qu'il avait utilisé, comment j'avais réagi, comment j'étais parti. Jacques écoute. Je n'entends rien de son côté pendant peut-être 30 secondes, puis j'entends un léger bruit de papier. Écoute, Laurent, j'aime ta franchise, et je vais être franc avec toi. Voilà 4 ans que je travaille avec Axiom, avec toi, vraiment. Et tu sais quoi? Je connais comment tu travailles, je connais tes méthodes, et ça marche pour nous, vraiment bien. Je suis content que ça marche. Voilà ma question, dit Jacques. Où tu vas? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Jacques n'appelait pas pour être gentil. Jacques ne m'appelait pas pour me présenter ses condoléances ou pour me dire qu'il était désolé de ce qui s'était passé. Jacques m'appelait parce qu'il voulait savoir s'il perdait son contact. Honnêtement, je ne sais pas encore, dis-je. Parce que, continua Jacques, et je pouvais entendre quelque chose de différent dans sa voix maintenant, quelque chose de décisif. Si tu vas quelque part, n'importe où, on te suit. Victor et moi, on a discuté hier soir en se demandant comment c'était possible que tu sois parti sans prévenir. Et voilà ta réponse. On ne savait pas où te joindre. Mais maintenant je te joins. Et je veux que tu saches une chose. Il y a une pause. Renault Industries, on a une relation avec toi, pas avec Axiom. Ces mots, ils résonnent encore maintenant, 3 ans plus tard. Merci Jacques. Non, tu ne comprends pas. Je ne veux pas juste te dire merci pour les 4 ans. Je veux te proposer quelque chose. Quoi? Combien de clients importants tu avais vraiment à Axiom? Les gros, les comptes qui font du chiffre. Je fais le calcul mentalement. Environ 7, peut-être 8. Et tu les comprenais bien? Mieux que quiconque, oui. Voilà ce que je te propose. Réfléchis à créer ton propre cabinet. Un cabinet petit. Toi, peut-être 1 ou 2 personnes. Un vrai cabinet de conseil. Et on te suit. Renault Industries te suit, certainement. Et je veux parler à d'autres clients qui vont aussi te suivre. Ceux qui vraiment veulent du Laurent, pas de l'Axiom Conseil. Je pense que mon cœur s'arrête pendant 1 seconde. Jacques. Je suis sérieux, Laurent. Tu as créé quelque chose de réel avec nous. Quelque chose qui vaut bien plus que ton salaire chez Axiom. Et ce mec, Cédric, il vient de couper sa propre gorge. Parce que maintenant, la personne la plus importante de ta boîte, elle est avec nous. Avec moi. Renault Industries représente environ 20% du chiffre d'affaires d'Axiom, je sais, j'ai regardé. Tu as regardé les chiffres d'Axiom? Laurent, je suis PDG, je regarde tout. Et je sais que tu as généré 850 000 € pour eux l'année dernière. Et je sais que ce mec t'a appelé un raté. Et je sais qu'il était idiot. Qu'est-ce que c'est notre chiffre de contrat avec vous? Avec moi? 850 000 € par an. Et tu crois que tu pourrais le garder en étant indépendant? Oui, je pense que oui. Franchement, oui. Ça changerait probablement pas grand-chose pour vous. Alors fais-le, et on signe avec toi. Victor est déjà d'accord. Après qu'il a raccroché, et oui, il a vraiment raccroché juste comme ça, j'ai dû me lever, j'ai dû marcher, j'ai dû faire quelque chose. J'ai marché dans l'appartement pendant peut-être 10 minutes. Je n'ai pas appelé Isabelle tout de suite, je n'ai pas appelé personne, j'ai juste marché. Et j'ai pensé à Cédric, aux 3 jours qui venaient de passer, à ce scorecard ridicule, à ces mots « tu es un raté ». Et maintenant, j'étais peut-être le plus sain de la boîte. Isabelle est rentrée du travail ce soir-là à 19h. Elle était épuisée. Elle avait passé une journée difficile à l'hôpital. Et je lui ai raconté l'appel, en entier. Elle a écouté, et puis elle a fait quelque chose qu'elle ne fait jamais. Elle a pleuré. Pas triste, juste libérée. « Tu vas le faire ?»« Je ne sais pas. » ai-je dit. « Je dois en parler à d'autres. » Pendant les 3 jours suivants, j'ai appelé 4 autres de mes gros clients. Pas Renault Industries, je ne voulais pas paraître dépendant de Jacques. Mais les autres, les comptes au-dessus de 250 000 €. Bernoulli Logistique, compte à 420 000 € par an. Directeur des opérations, Claude Ronsard. Mec brillant, début 50 ans, ancien polytechnicien. J'ai appelé Claude, je lui ai expliqué la situation. Et Claude, sans hésiter, comme si c'était la chose la plus évidente du monde,
Laurent, si tu t'installes indépendant et que tu peux encore me servir, on vient avec toi. On a déjà eu cette conversation. Victor t'a parlé. On sait tous que tu vas partir. Vous saviez? Bien sûr que je savais. Ce mec Cédric, on l'a croisé une fois. Victor m'a dit ce qu'il avait dit dans ta réunion. C'est insensé. Groupe Maville, 280,000 euros par an. Compte public, c'est le genre de client plus conservateur, plus politique. Mais le responsable, Xavier Gendron, il m'a dit « Laurent, c'est trop politique pour moi pour l'instant. Mais envoie-moi les détails, parle à mes supérieurs, on peut vraiment le faire. » Après ces appels, j'avais confirmé environ 1,5 million d'euros de contrats qui me suivraient, plus de 30% des anciens revenus d'Axiom, et ce n'était que le début. Et c'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. J'ai créé ma propre boîte, Mercier Conseil, simplement. Pas ambitieux dans le nom, pas un grand plan d'expansion. Juste moi et une personne, une jeune femme brillante que j'avais rencontrée chez Axiom et qui m'avait dit « Si tu pars, appelle-moi » et qui était maintenant libre de partir elle aussi. Son nom était Sarah Delorme, 29 ans, MBA HEC. Elle avait enduré la même réunion de pipeline que moi, la même microgestion, les mêmes réunions inutiles. Elle était prête à partir aussi, on l'a fait ensemble. Les 3 premières semaines ont été surréalistes. Les papiers administratifs, le statut auto-entrepreneur, l'ouverture d'un compte bancaire, louer un petit bureau, rien de luxueux, juste un open space partagé à côté de la confluence. 300 € par mois pour un petit coin, c'était parfait. Et puis en novembre, les contrats arrivent, signés, légalement. Ils viennent vraiment avec moi. C'était seulement après environ 2 mois, que j'ai commencé à entendre ce qui s'était passé chez Axiom. Le premier mois après mon départ, Cédric n'avait pas trouvé de remplaçant pour mes comptes. C'est pas facile. Parce que les gens qui gèrent les gros comptes depuis longtemps, ils sont rares, très rares. Ils construisent des relations que tu peux pas remplacer comme ça. C'est pas comme vendre des produits standardisés. En novembre, Renault Industries donne officiellement son préavis à Axiom. Une lettre officielle. 850,000 euros partent. Prix Bernoulli, prix Maville, prix 2 autres comptes plus petits, mais quand même importants. En 3 mois, Axiom a perdu environ 1,9 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Presque 50% de son chiffre d'affaires. Et la boîte commençait à s'effondrer. Je sais que c'est arrivé parce que Pierre, un des autres directeurs commerciaux, mec bien d'ailleurs, il m'a contacté en janvier. On n'était pas vraiment proches, mais il savait que je serais intéressé à l'histoire. Il me dit « Laurent, tu sais ce qui se passe ici ?» Non, dis-moi. C'est le chaos. Cédric est en train de se faire virer. François a annoncé une restructuration majeure. Le président, un investisseur nommé à la tête, il veut vendre la boîte. Il cherche des acheteurs. Et c'est vrai, en février, j'ai lu dans le magazine professionnel Édition Lyon. Axiom Conseil mise en vente. Perte de clients majeurs après départs en cascade du personnel commercial. Cédric, je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé précisément, mais je sais qu'il a quitté Axiom au début de février, moins de 5 mois après avoir pris le poste. Il a trouvé autre chose, je pense, un nouveau rôle quelque part dans une autre boîte de conseil. Mais je n'ai pas suivi. Ce n'était pas important pour moi. Il n'était pas important pour moi. Pour moi, ce qui s'est passé après a été complètement différent. Mercier Conseil a grandi. Pas énormément. Pas comme dans les films où tu crées un start-up et elle décuple son chiffre d'affaires en 2 ans et tu levais 20 millions d'euros de capital risque. Non. Ça a grandi honnêtement, graduellement, loyalement. Après 6 mois, j'ai embauché une deuxième personne, un consultant senior que je connaissais, quelqu'un qui m'avait impressionné pendant des années. Puis une troisième. Maintenant, on est 5. 5 personnes, dont 3 consultants seniors, et on facture environ 3,2 millions d'euros par an. Plus que j'en facturais jamais à Axiom. En 2025, mon chiffre d'affaires personnel, mon revenu, dépasse de loin ce que je gagnais comme employé chez Axiom. C'est incroyable quand tu penses à ça. J'ai perdu mon emploi et je suis mieux financièrement qu'avant. Et je suis heureux. Je veux dire vraiment heureux. Le genre de bonheur qui n'est pas juste de la satisfaction, c'est vraiment de la joie. Pas parce que j'ai gagné. Je n'aime pas cette manière de voir les choses. Axiom a souffert, oui. Ça a été vendu à une autre boîte de conseil plus grande qui a fermé les bureaux de Lyon.
Cédric a eu une mauvaise fin de carrière, probablement. Mais ça n'est pas mon problème désormais. Non, je suis heureux, parce que j'ai repris le contrôle de ma propre vie. Parce que j'ai choisi mes batailles. Parce que je ne dépends plus d'un mec qui voulait juste mettre des points et des métriques à côté de mon nom sur une feuille de calcul. Parce que mes clients, ils choisissent d'être avec moi. Tous les jours. Pas parce qu'une marque les y oblige. Pas parce qu'une entreprise avec un logo sur un immeuble rue Tupin les y force. Parce qu'ils veulent. Parce qu'ils m'aiment. Parce que je les aide. Je repense souvent à ce moment dans la salle de réunion, à ce tableau, à ce scorecard, à ces mots « tu es un raté ». Et voici le truc, ce mec n'avait pas tout à fait tort sur un point. J'étais un raté selon ses métriques. Je ne remplissais pas son CRM de la manière qu'il voulait. Je ne mettais pas à jour ses notes de réunion. Je n'assistais pas à ses réunions de pipeline avec enthousiasme. Je ne suivais pas son processus en 5 étapes. J'étais un raté au système. Mais le système, c'était pas mon système. C'était pas ce qui avait rendu mes clients heureux. C'était pas ce qui avait généré 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était un système que quelqu'un d'autre a imposé pour son propre besoin de contrôle et de structure. Et maintenant, je crée un système qui me ressemble. Un système basé sur la confiance, sur l'écoute, sur la véritable aide. Et ça fonctionne mieux que n'importe quoi que Cédric aurait jamais pu inventer. Dimanche dernier, il y a quelques jours à peine, Victor Marleau m'a appelé, pas pour un projet, pas pour une question de business, juste pour me dire bonjour. On a parlé pendant 1h30, de la vie, du boulot, de sa fille qui vient de terminer ses études à HEC, de ma façon de naviguer les 3 dernières années, de comment ma femme avait supporté l'incertitude. Et à la fin, il a dit « Laurent, je suis vraiment content que tu sois parti d'Axiom. Je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Et je pense que c'était la chose la plus stupide que Cédric pouvait faire. Je pense qu'il a raison. » Fin.